Les mots lui manquent, elle ne sait pas par où commencer. Elle cherche, recherche, parle, se tait. Elle a beau remettre son travail à demain, s'assurant que la procrastination pourrait l'aider à bien avancer dans son travail. Fausse croyance, elle finit par ne rien faire. Rien, qu'est-ce donc? C'est ce moment où elle se sent nulle. Pourtant, elle était enthousiaste à l'idée de pouvoir le faire. C'est ce moment où elle se sent vide. Pourtant, mille et une idées provenaient de sa tête bien avant de s'y mettre. C'est ce moment où elle entend déjà leurs commentaires, critiques et moqueries. Quoi qu'elle fasse, ces trois actes n'échapperont pas à ses oreilles. Elle en a marre, elle veut abandonner. L'abandon au moment où elle y pense lui donne comme une certaine force, celle de vouloir continuer, de tenter, de recommencer, mais sans finir. Pourtant, elle écrit. Bien que ses mots soient dispersés, bien que certains n'aient pas de sens, elle continue. Mais le plus important, c'est de finir. Finir ce qu'elle a commencé, y mettre un terme, donner une structure à son travail. Encore une chose qui demande beaucoup de réflexion. Soudain, une idée lui traverse l'esprit, sans public. Ces gens qui lui foutent toujours la trouille. Cette phobie l'empêche d'avancer. Elle s'arrête net, pense à ces personnes, à quoi elles pourraient ressembler. Soudain, elle s'aperçoit qu'on peut lui faire de mal et que la seule chose qui la contrarie, ce sont leurs réactions, le plus souvent négatives. Et pour essayer d'éviter cela, il doit résulter un travail bien structuré de ses efforts. British Council, échec. 2007, baccalauréat, échec. 2007, 2007, 2008, baccalauréat de refus. 2009, baccalauréat de Meknès, 16 août 1986, 24 août 1986. Asila, 24 août 1986, 1991. Layoun, 1991, 1995. Casablanca, 1995, 2001. Midet, 2001, 2007. Meknès, 2007, 2009. Tanger, 2009, 2010. Bruxelles, 2010. Mon père était gendarme. On déménageait souvent. Asila, école maternelle. École d'Al-Adad. École de la garnison des gendarmes. Collège Ayashi. Collège et lycée Hassan II. Université Moulay Ismaïl. Institut optique Raymond Thibault, ESCG. J'ai souvent changé d'école. Quand les gens me demandaient de quelle ville j'étais originaire, je répondais Meknès. Quand ils me demandaient de décrire comment c'était là-bas, quels sont mes coins préférés, je me bloquais. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment vécu. Et c'était pareil pour toutes les autres villes. Il y a une année où je n'ai pas pu m'inscrire à temps dans une nouvelle école, c'était à Lyon. Le déménagement avait pris du temps. On était arrivé au délai. J'aurais dû entrer en primaire. J'ai dû recommencer ma troisième année de maternelle et c'était pareil pour toutes les autres années. C'était pareil plutôt pour l'année d'après. Je suis finalement entrée à l'école primaire à Casablanca. J'avais 8 ans. Quand on me demandait quel âge j'avais, je n'avais pas envie de me justifier. J'avais peur que les gens ne pensent que j'avais raté mon année. Alors je disais que j'avais 7 ans. Je le disais aux autres élèves,
Je le disais à mes amis. Parfois, je m'embrouillais moi-même dans ma version de l'histoire. Et puis, j'ai à nouveau dû déménager, intégrer une nouvelle école et retrouver mon âge normal. Je n'ai jamais revu ces enfants avec qui j'ai partagé ces 2 ans. 2 ans. Ces 2 ans durant lesquels j'ai eu 1 an de moins. J'avais 12 ans et j'étais dotée d'un esprit de zèle dont je n'ose même pas décrire, dans le sens où mon parcours scolaire était parfait. Me voilà arrivée au secondaire, négligente, ne lisant pas mes leçons. Je passais mon temps à gronder, à ne rien faire. L'école ne me disait plus rien. Mon parcours en secondaire a toujours été une réussite pour moi, jusqu'à ce que je traverse une période difficile lors de mes examens de fin d'année qui ne se passent pas comme les fois précédentes. Comme à chaque fin d'année arrivent les épreuves finales, c'est la désillusion totale qui m'attend. Vu que je me prenais pour la fille la plus intelligente du monde, l'échec ne me disait rien. Je ne pouvais même pas dire si ce mot existait en réalité. Le jour de mon examen de mathématiques, je suis tombée malade et je n'ai pas pu m'y rendre. Je ne pensais même pas que cet examen pouvait me porter préjudice vu que j'étais très intelligente, j'étais une bonne élève, donc pour moi tout allait bien. L'année est bientôt finie, place aux examens de fin d'année. Je suis tout enthousiaste, car pour moi c'est déjà gagné d'avance. Je suis sûre de moi et j'ai hâte d'en finir pour passer à autre chose. L'heure des examens arrive, je les passe dans une bonne ambiance. Je sors toujours avant tout le monde, tellement les épreuves me sont faciles. Je me précipite pour répondre aux questions qui me sont faciles, pendant 3 jours au même rythme. Mais arriva un 2 juillet, jour de la proclamation, avec mes copines, on discute à savoir comment sera la nouvelle classe, les nouveaux, les matières. Quand arrive l'heure de la récupération des résultats, j'avais un nœud. Je voyais mes copines en train de crier, de sauter. Et moi, j'avais peur. J'avais peur d'échouer. Et j'ai échoué. Quel choc! J'avais honte. J'avais envie de me cacher, envie de crier. J'ai tout entendu ce jour. Courage, tiens bon, ça va aller. Après les examens, on prend 1 semaine de congé, ce qui donne à tous les professeurs le temps de calculer et de corriger les notes. Pour moi, l'attente est longue. Je fais déjà les projets avec mes copines sur les cours de l'année prochaine. Puis les congés finis, il est temps d'aller récupérer les résultats. J'y vais avec mes copines, nous trouvons tous nos camarades de classe, stressés pour certains et agités pour d'autres. L'attente se fait ressentir. On attend toujours les résultats avec nos camarades de classe. Ceci avec les délégués de classe. Ceci arrive avec le palmarès et commence, tout le monde les entoure et les suit dans la salle de classe. Je suis toute excitée à l'idée d'entendre mon nom. Avant de commencer l'appel, le délégué de classe calme la salle à cause du bruit. Il réussit à tous nous calmer et commence à citer les noms par ordre alphabétique. Mais finalement, je devais accepter mon destin. Ce n'était pas facile au début. Je ne voulais plus voir personne. Je me suis coupée du monde. Penser à reprendre ma classe me rendait malade. Surtout en imaginant que je n'allais plus être avec mes amis, que je devais me faire des nouveaux camarades. Cela me rendait vraiment triste. Et c'était surtout, le plus dur était de reprendre les mêmes matières. Ça fait plus de 45 minutes que je n'entends pas mon nom. Je vais voir le délégué de classe, on regarde ensemble, je ne vois toujours pas mon nom. Entre-temps, mes copines sont toutes contentes et n'attendent que moi. Pour elles, c'est évident, j'ai forcément réussi. Je vérifie la liste encore et encore, je ne vois toujours pas mon Dieu. Je vais leur annoncer la mauvaise nouvelle, elles sont aussi étonnées que moi.
Je ne comprends pas ce qui m'arrive en ce moment, car tout a été fait parfaitement. J'ai traité tous mes sujets comme il faut. Je vérifiais mon nom et prénom sur chaque copie avant de quitter la salle. Je n'arrête pas de me poser des questions. Tout à coup, je me roule par terre. Sérieux, hein, je me roule par terre. Parce que j'avais peur du jugement de mes camarades de classe et de ma famille qui me faisaient confiance. Quelques minutes plus tard, je perds connaissance lorsque je me réveille dans ma chambre. Dès lors, j'ai décidé de ne plus avoir cet esprit de zèle, car il rend aveugle. Après un long moment de solitude, je décide quand même de recommencer mon année, mais avec paresse et mauvaise foi. Ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est de revoir les mêmes matières. Après un moment donné, au fur et à mesure que les années passent, le temps passe, je prends conscience, et je décide de me concentrer en faisant attention à tous les détails. Et je décide aussi d'arrêter de me surestimer. Parce que quand on passe un examen, même si on connaît, il faut toujours avoir un peu le train pour faire attention. Et finalement, c'est comme ça que j'ai reçu mon examen. J'ai écrit une lettre. Écoute-moi. Toi dont le pouvoir est si grande ampleur, tu dévastes et anéantis tous les efforts à travers les malheurs. Moi qui à 13 ans était rempli de grandes ambitions, moi dont la confiance me rendait hautaine, car j'avais toujours des distinctions. Je n'avais pas beaucoup d'efforts à fournir. Grâce à l'aide de ma mère, mon succès était garanti. Au fil des années, les examens n'étaient plus que jeux. Mon raisonnement attirait mes camarades, car ils savaient les enjeux. Toi qui n'avais aucun sens pour moi, ma famille était là pour t'éloigner de moi. Je ne te connaîtrai sûrement jamais, car je reste la meilleure. J'ai la ferme conviction que seule mon intelligence suffit pour t'envoyer ailleurs. Alors que je me prépare à passer le brevet d'études du premier cycle secondaire, ni toi, ni ton ombre n'existait guère. Quoi de plus normal, vu qu'en primaire, j'étais toujours la première et j'avais sauté d'une classe. À présent, il est temps de confirmer ma place. Jour J-7, voici que ta cousine vient emporter mon frère aîné. Ta cousine, tellement imprévisible qu'elle m'a volé roulant. Nous étions si proches, on aurait dit la force des aimants. Je commençais à me poser des questions sur mon devenir, car une fois de plus, la mort venait d'assombrir mon avenir. 7 ans auparavant, elle avait emporté mon frère, mon père. Oui, elle avait eu raison de mon parvent. Voici donc que l'histoire se répète sur le fils sans père. À quoi bon chercher la reconnaissance des autres alors que ses proches disparaissent? J'étais engloutie dans une énorme paresse. Je me suis laissée entraîner par une chute qui m'a conduite chez toi. Je m'en foutais tout de même si je faisais ta connaissance pour la première fois. Il y eut comme un remaniement des priorités. Effectivement, j'avais échoué mon BEPC. Étonnant pour certains, mais c'était le début d'une nouvelle vie. Je manquais de maturité, contrairement à ce que je pensais, pour surmonter mon chagrin et réussir. Toi, l'échec, tu m'as poussé vers une alliance entre maturité et intelligence. Toi, la mort, tu m'as pris beaucoup de couches, mais à présent, je sais que lorsqu'on est, malheureusement, on est assez vieux pour mourir.
C'est le jour de la fête de l'école. J'ai 9 ans. Je m'apprête à monter sur scène avec mes camarades pour présenter un spectacle de danse. Je me suis bien entraînée, je suis prête. Madame Véronique, notre prof de danse, vient d'arriver dans les coulisses pour qu'on répète la choré une dernière fois avant de monter sur scène. Après quelques minutes, Madame Véronique vient nous annoncer qu'elle a malheureusement oublié la chanson du spectacle. On ne pourra peut-être pas monter sur scène. Émilie, ma camarade, sort une cassette de 105. Elle propose qu'on essaye de répéter notre choré sur une autre chanson. Une chanson de Jordi. C'est dur d'être un bébé. Je l'entends encore dans ma tête. On répète dans les coulisses sur cette chanson. Apparemment, tout se passe bien. Pourtant, l'idée de ce changement de dernière minute m'angoisse. Après un long moment de patience, derrière les rideaux, le directeur vient vers nous. Il nous dit que la fête s'arrête, que tout est terminé, qu'on ne présentera pas notre spectacle. L'école a contacté nos parents qui arrivent nous chercher. Je ne comprends rien. Le directeur a l'air si anxieux. Il nous dit qu'il y a des troubles qui agitent la ville et qu'on doit rentrer chez nous pour être en sécurité. Je me rappelle un jour, on était au marché avec maman, quand tout à coup, des bruits de tir ont commencé à résonner. Tout le monde s'est mis à crier et à courir. Maman m'avait dit de lui tenir la main. Elle m'avait ensuite dit de courir très vite et de ne pas regarder en arrière. Ce jour-là aussi, il y avait des troubles dans la ville. Pendant que j'entends le directeur nous parler, je pense à toutes ces semaines de répétition, tous ces jours de répétition. Un sentiment de grande déception m'envahit. Je me suis tellement entraînée, j'ai mis tout mon cœur, je suis tellement déçue. Mais très vite, cette inquiétude laisse place à une inquiétude encore plus grande, causée par les troubles qui règnent dans la vie. Quand j'étais petit, le matin, je n'aimais pas me réveiller pour aller à l'école. C'était pour moi un enfer et une perte de temps. J'aimais me promener avec mes amis, partir avec eux, dans la forêt ou ailleurs. Ma mère a voulu me contrôler. Elle m'a amené à l'école, me conduisit jusqu'à la main de ma maîtresse, devant les filles de la classe. Un matin de printemps, alors qu'il faisait beau, ma mère m'a conduit à l'école. Arrivé à la porte de la classe, je suis envie de fuir, et je l'ai fait. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère pleurer, devant tout le monde, les professeurs, les étudiants, tout le monde. Par contre, ce que je n'avais pas vu en sortant de l'école, c'était la voiture qui arrivait sur la gauche. J'étais inconscient, allongé par terre, j'ai vu le visage de ma mère en larmes et j'ai entendu une voix me parler. Ce qui arrive est de ta faute. Et j'ai senti toute la souffrance de ma mère. Le lendemain, je me suis réveillé à l'hôpital. Ma mère a m'écouté. Un mois plus tard, je suis retourné à l'école. Et le lendemain, et le jour d'après aussi. Et tous les autres jours. J'ai toujours voulu savoir ce qui se passe après la mort. Un samedi, alors que le soleil se couchait, j'ai senti une fièvre soudaine m'envahir. J'avais froid, je grelottais, j'étais pâle. Je me sentais vraiment seule,
Mes forces me lâchaient. J'avais envie de vomir. Malgré tout, je pus quand même contacter le SAMU qui était venu me chercher de toute urgence pour m'amener à l'hôpital. Lorsqu'on arriva à l'hôpital, j'entrais dans un coma profond. Coma au cours duquel je fis 1 mois et je retrouvais là ma sœur jumelle que j'avais perdue il y avait longtemps. Quelle joie de retrouver ma sœur que j'aimais tant et que j'avais tant pleuré. Cette dernière me suppliait de rester avec elle dans ce monde magnifique, dans ce monde paradisiaque où tout était beau. Je me retrouvais donc face à un dilemme, revenir à la vie et abandonner ma moitié. Cela était étrange pour moi de rester dans ce monde. Je choisis alors de revenir à la vie. Lorsque je me réveillais de mon coma, j'avais les larmes aux yeux, car je venais une fois de plus d'abandonner ma sœur jumelle. Et c'est à partir de cet instant que je me posais la question de savoir, peut-on mourir et revenir à la vie? Le concept de la mort. Le deuil. Le deuil est un sentiment de tristesse éprouvé suite à la mort d'un proche. Les étapes du deuil. Le choc. Le choc, c'est le moment au cours duquel on vous apprend que vous venez de perdre un être cher. La colère, lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi la personne qu'on aime. L'acceptation, le moment où on admet que réellement l'être aimé n'est plus. Le marchandage, le moment où on fait les cérémonies du deuil. La dépression, lorsqu'on se pose des questions de savoir si on peut vivre de cette absence. La mort imminente. La mort imminente, quant à elle, est une expérience au cours de laquelle le psychiatre Raymond Moody développe le fait que des patients déclarent être morts et être revenus à la vie, qui d'après lui est un coma profond. Et ces patients ont du mal à se réadapter aux réalités de la vie. L'impossibilité de mourir et de revenir à la vie. Car on n'a jamais rencontré quelqu'un qui soit mort et enterré et qui soit revenu à la vie. Notre existence se résume donc en un bref passage sur la terre pour ensuite nous fondre dans le néant de la non-existence. Merci. J'ai toujours aimé le travail et surtout le travail bien fait. C'est pour cela d'ailleurs que je me suis dit que j'allais me battre pour réussir cette année et les années à venir dans cette filière qui me semblait être parfaite. Cette filière, c'était la gestion hôtelière. Je me suis dit que j'allais me battre pour faire du management hôtelier parce que je pensais que je pouvais réussir dans cette filière-là. Et aussi de pouvoir voyager dans de nombreux pays où le tourisme est un art. Le déclic a été pendant mon premier stage. J'ai tout simplement été dégoûtée et surtout fatiguée physiquement et moralement à cause des heures de travail effectuées lors de mon stage. Mais j'ai gardé la tête haute. Je me suis dit, bats-toi ma fille, car peu importe tout ce qu'il y a autour, tu réussiras. C'était sans me douter de tous les obstacles qu'il y avait autour de moi. Alors là, j'ai perdu la tête. J'ai pleuré. J'étais tout simplement
dégoûtée. Un soir de mai 2012, j'ai fait un stage à Amsterdam où la quasi-totalité de la population ne parlait que anglais et hollandais. Ce qui a été très difficile pour moi. Mais malgré tout, je me suis dit qu'il fallait que je continue à me battre. Alors je me retrouvais devant un client qui parlait ni anglais ni français et qui était assez désagréable d'ailleurs pour que je m'imagine en train de lui infliger des coups de fouet sur sa bouche. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire des trucs vraiment négatifs, des trucs racistes en plus. Je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi moi dans cette galère? Mais hélas, j'ai tenu bon. Je me suis dit qu'il fallait que je me batte, au moins pour que mes recruteurs de stage puissent bien voir que j'avais quand même fait des efforts, que je m'étais battue dans cette filière. Et aussi pour que mes professeurs soient fiers de moi. Mais hélas, je n'aimais pas cette filière au final. Je n'aimais pas. Je me suis dit, à quoi bon cacher tout ça? Lève la tête et va de l'avant. Alors, j'ai caché mes sentiments. Pendant tous mes stages, j'ai caché mes sentiments. J'ai caché mes sentiments à l'école, j'ai caché mes sentiments devant mes professeurs, j'ai caché mes sentiments à ma mère. Parce que j'étais tout simplement dégoûtée et dépassée par les événements. Pendant 1 an, j'ai caché mes sentiments. Je les ai cachés, mes sentiments. J'ai souri. Ce sourire a été moi. Moi, pendant 1 an, derrière ce masque. Je vais vous raconter la finale de football d'un joueur bourré de talent. Une finale où tout s'est bien déroulé jusqu'à cette fameuse 75e minute. Il est 15h30 heure locale, lorsque le coup d'envoi est donné par le ministre des Sports qui préside cette finale. On assiste à une rencontre relativement équilibrée puisqu'elle oppose les 2 meilleures équipes du tournoi. Ce joueur, par son talent et ses éclats de génie, fait lever la foule à chaque toucher de balle. On arrive à la mi-temps sous un corps nul et vierge, et c'est le moment que choisit le speaker du stade pour annoncer via le haut-parleur que ce joueur a été élu meilleur joueur du tournoi et intégré par la même occasion l'équipe nationale des moins de 20 ans. C'est la folie dans le stade, tout le monde le félicite, et comme un papa fier de son fils, son coach le prend dans ses bras et lui dit « Mon fils, tu as fait un bout de chemin et jusqu'ici je t'ai accompagné. Tu as encore du chemin à faire, mais si tu es confiant et crois en toi, tu y arriveras. » Le joueur lui répond « Coach, tant que je bénéficierai de vos conseils et de votre soutien, je n'ai rien à craindre. » Le coach sourit et lui répond « Je serai toujours là pour t'épauler, mais pour le moment, on a un match à gagner. Vas-y et montre-leur que c'est toi le meilleur. » La partie reprend avec la même intensité qu'en première période et les équipes se rendent coup pour coup. On est à la 69e minute de jeu lorsque ce joueur subit une grosse faute dans la surface de réparation et sans hésiter, l'arbitre pointe le point de pénalty. Tireur désigné mais sorti sur civière, il n'exécutera pas la sentence. Un de ses coéquipiers va s'en charger mais sans réussite. Après s'être fait soigner, il remonte sur le terrain à la 72e minute. Arrive alors cette 75e minute. Cette fameuse 75e minute. Plus précisément, 74e minute, 39e seconde. Donc exactement 2 minutes 39 secondes après être remonté sur le terrain. Et là, silence de mort. Ses coéquipiers adversaires autour de lui se couvrent les mains des deux mains, se couvrent le visage des deux mains. L'arbitre accourt et près de lui fait des grands signes en direction du banc de touche. Il était là, couché, inanimé, et le bruit qui a retenti n'a laissé personne indifférent. Il venait de subir une double fracture tibia-péronée suite à un tacle irrégulier de la part du joueur adverse qui auparavant avait commis et toujours sur lui la faute qui avait conduit au pénalty.
Les secours pénètrent sur l'aire de jeu, tentent de le réanimer, le mettent sous assistance respiratoire et il est conduit d'urgence vers un hôpital où il subira une opération. Et oui, ce joueur, c'est bien moi. C'est d'ailleurs de cet hôpital que j'apprendrai que mon équipe a perdu la finale au tir au but. Il faut dire que mes malheurs dans le domaine sportif n'ont pas commencé qu'avec cette finale perdue. Et non. Mais bien plus tôt. Ma bonne étoile s'est éteinte, je crois, en 2002, avec le drame familial qui a frappé mon coach et mentor à cette époque-là. En effet, nous sommes en 2002, je suis au secondaire, et il existe un championnat inter-établissement où s'opposent les établissements secondaires de chaque province. Championnat au bout duquel les 10 meilleures équipes iront représenter leurs provinces respectives à un tournoi dénommé FENASCO dans la capitale. Jeune, doué et talentueux à cette époque, j'ai fait partie de la catégorie cadette. Mais le coach des seniors, qui est en même temps mon mentor, me surplace. Et c'est ainsi que je me retrouve à disputer avec les seniors pour le championnat inter-établissement. Championnat au bout duquel on obtient notre qualification pour le tournoi FENASCO. Et à l'issue duquel j'obtiens le titre de meilleur buteur et de meilleur espoir de ma province. Commence alors la préparation du grand tournoi et en plein milieu de celle-ci, un drame familial vient frapper notre coach. Celui-ci est immédiatement remplacé par le coach de l'équipe que nous avons humilié 5-0 en finale du championnat inter-établissement pour obtenir notre qualification. Et là, c'est la descente aux enfers pour moi. Celui-ci ne me fera aucun cadeau, puisque durant tout le championnat inter-établissement, je l'avais nargué. Donc, sans explication ni raison, celui-ci m'écartera simplement de la liste des joueurs retenus pour le grand tournoi. Malgré mes titres de meilleur buteur et de meilleur espoir de ma province, malgré mon talent et malgré un championnat inter-établissement survolé de toute ma classe, je n'étais pas du voyage dans la capitale. Triste désillusion. Aujourd'hui, le foot reste ma première passion. Mais je suis bien obligé de croire ce que l'on dit souvent. Un malheur n'arrive jamais seul. Celui de mon mentor avait conduit au mien, à en croire que ma bonne étoile, bien qu'elle soit mienne, est si loin et si près en même temps. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'y suis enfin, quoi. Je l'ai tant rêvé, et là j'y suis. Oui, c'est Bruxelles. Mon beau Bruxelles. C'est exactement comme à la télé. Mais allô quoi, mais c'est Bruxelles. Je l'ai tant rêvé. Je respire enfin son air pur. Je côtoie ses gratte-ciels, ses magnifiques décors. Son Parlement européen. Au Platomium, monument bizarre. Alors bizarre, je suis bizarre quoi. Mais il est pas mal du tout. Mais ce couple a l'air chic. Mais c'est bizarre. Ça reflète bien ce que je me disais. La vie est agréable, effacée dans mon beau Bruxelles. Waouh! Start spreading the news. I wanna be a part of it. New York, these revolutions. I want to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to be in the city that does.
s'effondrer. Le cauchemar commence. Et je me rends compte que je me suis rien mis sous la dent depuis le matin. Qu'est-ce que j'ai là? Non, pas cette malbouffe encore. Oh mon Dieu. Que dois-je faire? Oh, je ne m'en sortirai jamais. Mais voilà donc les beaux gratte-ciel du Mont Bruxelles. Oh. Je ne sais pas ce qu'est la mort, mais je sais que je ne voudrais pas qu'elle finisse comme ça. Je ne veux pas partir tout de suite sans avoir fait la fête. J'ai des désirs à découvrir, des montagnes à gravir. Je veux m'envoler dans l'espace, regarder la terre de tout en haut. Je veux faire encore les choses les plus banales, me balader, faire du shopping, manger du steak, des frites, de la salade, rendre visite à une amie, parler de tout et de rien. Je veux même encore bien vivre le stress des examens, le stress du boulot, la foule, les gens grossiers, les bus et les trains en retard. Je veux bien vivre tout cela. Et un jour, il serait temps. Je marcherai vers l'infini. Imaginez un beau printemps où il nous faudrait des chants d'oiseaux. Un ruisseau au loin. Je veux sentir l'herbe sous mes pieds et porter une belle robe qu'une amie chère aurait cousue pour moi. Et être plongé dans la lumière. Et ce serait ça la fin. Je marcherai vers l'infini. Et je marcherai vers l'infini. Et ce serait ça la fin.